Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un véritable bijou de la littérature marocaine. On va décortiquer le tout premier chapitre de La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Accrochez-vous, parce qu'on s'apprête à entrer dans l'univers très particulier d'un jeune garçon qui n'est vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres. Et Sefrioui, il ne perd pas de temps, hein. Dès la toute première phrase, le ton est donné. Écoutez ça. Le soir, quand tous dorment, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Pfiou, c'est d'une puissance. On s'attendrait à de l'insouciance, à des jeux d'enfants, mais non, pas du tout. On a affaire à une conscience déjà très mûre, quelqu'un qui ressent un isolement presque, philosophique. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le roman. Alors plongeons justement dans cette solitude. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ce premier chapitre, c'est une invitation à voir le monde à travers ses yeux. Et ce ne sont pas n'importe quels yeux, ce sont ceux d'un gamin de 6 ans, un rêveur, un observateur silencieux perdu au milieu du bruit et de l'agitation. À 6 ans à peine, le petit Sidi Mohamed, il le sent déjà au plus profond de lui, il n'est pas comme les autres. Et il nous le dit, sa solitude, ce n'est pas nouveau. Il se souvient de ce moment, vous savez, cette scène assez touchante, où il essaye d'attraper un moineau. Le but, c'était pas du tout d'être méchant, non. C'était juste un besoin désespéré de compagnie. Un désir de se connecter à quelque chose, à quelqu'un, qui se fracasse déjà contre un mur. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Vous voyez, il y a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, on a notre narrateur, complètement fasciné par le rêve, l'invisible, les mystères. Et de l'autre, on a les autres enfants de son âge. Eux, leur monde, c'est le concret, le tangible, les bonbons, les batailles pour de faux. C'est une opposition totale, deux univers parallèles qui cohabitent mais ne se rencontrent jamais. Et c'est de là que vient ce sentiment d'être si profondément seul. Et le plus fou, c'est que cette solitude, il la vit au milieu d'un endroit qui fourmille de vie, Dar Chouafa. Faut bien comprendre, Dar Chouafa, ce n'est pas juste une maison, ce n'est pas un simple décor. Non, c'est bien plus que ça. C'est presque un personnage à part entière, un lieu qui respire, qui vibre de sons, d'odeurs et d'une ambiance très, très mystique. Et le cœur de cette maison, celui qui l'a fait battre, c'est la Chouafa, la voyante qui habite au rez-de-chaussée. Une fois par mois, c'est tout un rituel, elle transforme littéralement la maison. Imaginez l'odeur de l'encens, du benjoin, le son des percussions gnawa, les crotales, le guembri. Pour notre petit narrateur, c'est un spectacle total. C'est à la fois fascinant et complètement terrifiant. Un monde peuplé de djinns, de forces invisibles qui prend vie sous ses yeux. En fait, cette maison, c'est un monde en réduction, une mini-société. Chaque étage a ses habitants, son ambiance. Au rez-de-chaussée, c'est le mystère, avec la Chouafa. Au premier étage, on trouve Driss et Lawad, sa femme Rama et leur fille Zineb. Et puis au deuxième, tout en haut, il y a la famille du narrateur et une autre voisine, Fatma Biziouya. Tout ce petit monde vit les uns sur les autres. Et bien sûr, dans cette promiscuité, le moindre bruit, la moindre dispute, ça devient l'affaire de tout le monde. Et dans ce petit monde, il faut bien le dire, ce sont les femmes qui mènent la danse. Le narrateur grandit au cœur d'un univers quasi exclusivement féminin. C'est une sphère sociale hyper active, pleine de vie, et c'est ça qui va vraiment marquer et rythmer toute son enfance. Et le point de ralliement, le véritable QG de ce monde féminin, c'est le bain mort. Pour sa mère, Lala Zoubida, aller au bain, ce n'est pas juste pour se laver, loin de là. C'est le centre d'information, la tour de contrôle des nouvelles du quartier. C'est l'endroit où l'on apprend absolument tout sur tout le monde. Donc, oubliez le simple lieu de purification, le bain, c'est une scène de théâtre, une vraie comédie sociale. C'est là que les potents naissent, que les alliances se font et se défont. Et la mère du narrateur, elle revient de là-bas chargée d'histoires. Des histoires de disputes mémorables, de crépage de chignons qu'elle s'empresse de rejouer à la maison. Elle devient une véritable actrice pour le plus grand plaisir, mais aussi parfois la plus grande peur de son fils. Et justement, ce talent pour le spectacle, on va le voir en action, et pas qu'un peu. On arrive à la scène mémorable du chapitre. Une guerre, une véritable guerre qui va éclater pour une raison qui peut paraître complètement ridicule, une histoire de lessive. Alors qu'est-ce qui met le feu aux poudres? C'est simple, Rama, la voisine du premier, a l'audace de faire sa lessive un lundi. Sauf que le lundi, c'est le jour de lessive de Lala Zubida, la mère du narrateur. Il faut comprendre que dans cet univers, il y a des règles, des codes, pas toujours écrits. Et ça, c'est un affront direct. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein de tension. Et la réponse de Lala Zoubida, elle est cinglante. Elle ne critique pas juste le fait de faire la lessive. Non, elle attaque la personne, son statut. Quand elle la traite de femme d'un fabricant de charrues, elle la rabaisse socialement. Et en plus, elle l'accuse d'être sale, pleine de poux. Ouch. Là, on n'est plus dans une petite querelle. On est en plein dans une question d'honneur et de classe sociale. Évidemment, Rama ne se laisse pas faire. Elle prend tout le monde à témoin en hurlant
Pouilleuse, moi, entendez-vous, peuple des musulmans ?» Et là, d'un coup, la petite cour de la maison se transforme en tribunal public. Ce n'est plus une dispute privée, c'est devenu une affaire d'État, où l'honneur de chacune est jugé par tous les voisins. Très vite, les mots n'ont plus de sens. Ça part dans tous les sens. La dispute devient un chaos total, une tempête de cris aigus, de vociférations. Bref, un déchaînement de rage pure. Et pour le petit garçon qui regarde cette scène, c'est un choc. C'est la découverte brutale, terrifiante, de la violence complètement absurde du monde des adultes. Alors face à tout ce vacarme, à cette violence, comment on fait pour tenir? Eh bien le narrateur, lui, il a son refuge. Il nous ouvre la porte de son jardin secret, son sanctuaire, le seul endroit où le bruit et la laideur du monde ne peuvent pas entrer. Et ce refuge, la voilà enfin, la fameuse boîte à merveilles. De l'extérieur, rien d'exceptionnel, une simple boîte rectangulaire. Mais à l'intérieur, c'est tout un univers qui s'y cache. Ce n'est pas un simple jouet, c'est bien plus. C'est son armure, son bouclier, son issue de secours face à la brutalité du quotidien et à sa solitude. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce trésor? Eh bien, des objets hétéroclites, des choses qui paraîtraient sans aucune valeur pour nous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un tout petit cadenas qui n'a même pas de clé, des clous dorés, des boutons de toutes les couleurs. Mais pour lui, chacun de ces objets est un monde, chacun a une signification secrète, une magie, c'est sa collection de merveilles, à lui et à personne d'autre. Et puis vient la phrase qui résume tout, d'une simplicité qui vous prend au cœur. C'était là mes seuls amis. Voilà. C'est dit. Ces objets, ce n'est pas juste une distraction pour passer le temps. Ce sont ses compagnons, ses confidents. Le seul réconfort silencieux et fidèle qu'il peut trouver dans son monde. Ce premier chapitre, en fait, il nous laisse avec une question immense, une question qui va traverser tout le livre. Comment fait-on, quand on est un enfant sensible, pour protéger son jardin secret, sa propre magie, face à un monde adulte souvent brutal et incompréhensible? Toute la quête de Sidi Mohamed est là. Et c'est ça tout le génie de la boîte à merveilles.